Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro. Cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. Et vous arrive malheureusement avec un tout petit peu de retard, on est désolé. C'est bien l'épisode du mois de mars qui est publié un tout petit peu plus tard que d'habitude. On devrait essayer de revenir à notre horaire régulier en avril. Le mois de mars, le moment où on commence à regarder vers le sud et on se réjouit déjà d'avance des premiers entre guillemets à venir. Pour moi, le vrai premier signe du printemps, ce n'est pas le premier rayon du soleil vraiment chaud qui nous parvient, qui nous touche la peau, ou la première fois qu'on dézippe son manteau d'hiver, ou la première fleur qui se pointe le bout du nez. Ce que moi je surveille avec le plus d'attention, c'est la première fois que dans le ciel autour de chez moi, je peux apercevoir le vol gracieux d'un goéland à bec cerclé. Mon premier! Pour ceux pour qui l'observation d'oiseaux est un passe-temps ou même une passion, on y est presque, ça va recommencer d'un moment à l'autre. Et donc, j'ai décidé de vous consacrer cette émission qui va se centrer un peu plus sur l'activité d'observation que sur les oiseaux eux-mêmes. J'ai d'abord pensé à offrir à tous ceux qui se sont découvert une passion à leur mangeoire pendant cet hiver, un guide sur une des actions les plus importantes que vous aurez à poser si vous voulez vous lancer pour de vrai dans l'activité d'observation des oiseaux, l'achat de jumelles. J'ai donc discuté avec Hugues Brunoni, qui écrit pour la revue Québec Oiseaux la chronique Banc d'essai, qui essaie finalement des jumelles pour le compte de la revue, et qui va décortiquer avec nous le sujet en profondeur. Que ce soit pour vous procurer une première paire ou pour passer à la vitesse supérieure avec une nouvelle paire plus dispendieuse, vous devriez trouver toutes les réponses à vos questions sur les paramètres à surveiller au moment de faire l'achat. On va ensuite discuter d'un sujet qui est revenu à quelques moments dans mes introductions et conclusions dans les épisodes des derniers mois, le défi 8 km, pour lequel j'ai parlé avec Jean-Sébastien Guénette, le directeur général de Québec Oiseaux, et on va vous expliquer exactement en détail qu'est-ce que c'est et pourquoi vous devriez le faire. Alors, je rejoins au téléphone à Trois-Rivières Hugues Brunoni. Hugues, vous écrivez la chronique Banc d'essai pour la revue Québec Oiseaux, chronique dans laquelle vous suivez les nouveautés en termes de matériel d'observation pour les oiseaux. Et on va parler aujourd'hui de jumelles. Donc, d'abord, merci d'avoir accepté de faire cette entrevue. De rien, ça fait plaisir. Alors, j'aimerais peut-être commencer par une question qui a l'air en apparence vraiment simple, mais que je vois passer des fois sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une paire de jumelles lorsqu'on fait de l'observation d'oiseaux? Et je vais même rajouter, en fait, parce que j'ai déjà vu sur des commentaires sur Facebook des gens dire de toute façon, on n'a pas vraiment besoin d'une paire de jumelles. Un bon appareil photo avec un bon téléobjectif, ça fait le travail et on n'a pas besoin d'avoir une paire de jumelles pour observer les oiseaux. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ça? À quoi ça sert exactement? Puis c'est quoi la différence? C'est une question que je me pose. Disons qu'il y a eu assez récemment une sorte de changement de paradigme dans la mesure où l'appareil photo est de plus en plus utilisé. Les gens, on dirait, ont davantage de moyens financiers qu'il y en avait peut-être il y a 20 ou 30 ans. Également, la qualité du verre dépoli, du prisme est beaucoup meilleure, de sorte que l'image est beaucoup plus cristalline qu'elle l'était dans ces appareils où il y avait le fameux stigmomètre au centre qui divisait un petit peu l'image en deux pour permettre de faire la mise au point à l'époque manuellement. Donc, la question se pose. C'est sûr qu'une jumelle, ça tombe jamais en rade de batterie. Ça permet de voir l'image en relief, puisque dans le fond, les deux yeux sont mis à contribution. Mais je sais que les gens qui prennent beaucoup de photos, la jumelle devient plus accessoire. C'est le cas de certaines personnes qui sont, je dirais, presque exemptes, ou du moins utilisent les jumelles lorsqu'elles prennent leur gros téléobjectif vraiment coûteux sur trépied. Mais s'ils sont en mode plus, on va dire, rando avec un téléobjectif moins puissant, peut-être un 400 f5,6, vont peut-être avoir la jumelle dans la poche ou peut-être même pas. Donc la question se pose, une question que c'est assez légitime. J'ai l'impression que ça va peut-être se trancher là au cours des prochaines années, mais quand même, beaucoup de photographes font quand même des jumelles encore maintenant.
moi, je serais quand même porté à pas éliminer l'option jumelle, en tout cas pas dans un avenir prévisible. Mais la question est pertinente, effectivement. Si vous permettez de rajouter, moi, pour avoir organisé quand même souvent des sorties avec des groupes, j'ai l'impression que tout l'appareillage, le focus, etc., autour de l'appareil photo, puis la visée, fait en sorte quand même que les gens qui traînent un appareil photo n'ont pas la même rapidité d'exécution, puis par moment, peuvent rater certains oiseaux qui passent très rapidement, pour lesquels la fenêtre d'opportunité pour les observer est beaucoup plus courte parce qu'ils sont envolés ensuite. J'ai l'impression quand même les jumelles, on gagne encore en maniabilité à ce niveau-là. Donc, c'est certain que les appareils photo sont une option extrêmement intéressante. Mais donc, moi, personnellement, si vous me permettez de donner mon opinion, c'est certain que je recommande encore la jumelle comme un outil là, majeur, en tout cas, à avoir dans l'arsenal de l'ornithologue amateur. Et puis donc, on voulait se pencher aujourd'hui sur comment choisir des jumelles et quelles jumelles choisir, c'est quoi les caractéristiques, parce que lorsqu'on arrive au magasin, il y a évidemment un très, très grand nombre de choix, d'options, et puis ça peut être un petit peu difficile de s'y retrouver pour les gens, par exemple, qui ont observé les oiseaux tout l'hiver, puis là, ils se disent, la migration s'en vient, j'aimerais ça pouvoir acheter une paire de jumelles. Alors, par quoi on commence? C'est quoi les caractéristiques d'une paire de jumelles? En fait, c'est la question du budget là, qui va se poser rapidement là, pour ce qui est du choix, mais disons qu'au niveau davantage des caractéristiques sans égard au prix, ben, il y a la puissance, le grossissement, il y a le format également qui est à considérer. Donc, au niveau du format, il y a comme 3 principaux formats, les compacts, celles que j'appelle les petites, à défaut d'avoir trouvé une meilleure désignation, et les jumelles standards. Donc, les compacts ont l'avantage d'être effectivement compacts, mais ils ont peut-être un petit déficit pour ce qui est de la luminosité, puisque leurs objectifs sont assez petits. Alors que donc on parle en l'occurrence là, d'objectifs de diamètre d'autour de 20 à 25 mm. Les petites, elles, tournent autour de 32 mm, 30 ou 32, alors que les standards sont de l'ordre de 42 mm là, pour ce qui est du diamètre de l'objectif. Donc, c'est un peu affaire de choix personnel, peut-être aussi de budget ou peut-être d'âge. Des fois, les compacts peuvent être intéressants comme jumelles d'appoint ou pour des jeunes, alors que les standards sont un petit peu grosses pour certaines personnes. Donc, les petites peuvent être une option intéressante là, pour les personnes, disons, qui n'ont pas trop à observer, là, soit très tôt le matin, soit en toute fin de journée, quand la lumière décline et où 42 mm peuvent être peut-être un avantage décisif. Là. Ça, c'est une chose, puis il y a le grossissement également. Oui, attendez, si je peux me permettre, donc lorsqu'on parle de l'ouverture, là, donc ces chiffres-là, 32-42, lorsqu'on va acheter des jumelles, en général, les caractéristiques de la jumelle se déclinent toujours avec 2 chiffres. Donc, on fait 8 fois ou X 42. Donc, c'est le deuxième chiffre là, dont on vient de parler, là, le chiffre de l'ouverture. Oui, le deuxième chiffre, c'est le diamètre de l'objectif exprimé en millimètres. Alors que le premier, c'est le grossissement. Donc, 8 fois 42, 10 fois 42, 8 fois 32. Puis, disons que les combinaisons sont pas infinies, mais sont très, très nombreuses. Mm-hmm. Donc, on a en général, avec les grossissements, disons que pour les jumelles, le standard, en général, c'est 8 et 10. Mais je sais qu'il y a des gens même qui utilisent soit des jumelles à 6 de grossissement ou même à 12 des fois. Donc, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on part d'un objectif à l'autre, là, d'un grossissement à l'autre? En fait, ce que je vais d'abord dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question-là. C'est affaire de choix personnel entre des 8 fois ou des 10 fois. De la même manière que c'est affaire de choix personnel quand on se procure une lunette d'approche, si on décide d'opter pour la visée droite ou la visée coudée. Mm-hmm. Par contre, dans le cas du grossissement, vous mentionnez ce que moi, pour l'instant, je privilégie en ce qui me concerne, puis mentionner un peu les avantages et désavantages de chacun des grossissements. Bon, plutôt des 2 grossissements. Donc, moi, j'utilise depuis 2 paires de jumelles successives des 8. Par contre, il n'est pas exclu que je me convertisse au 10 dans un futur hypothétique, parce que dans le fond, il y a une évolution qui se produit sur laquelle je vais revenir. Mais disons que toute chose étant égale par ailleurs, pour un même modèle d'une même marque, la version 8
va permettre normalement de voir plus large que la version 10. Mhm. Puis en pratique, puis là, je m'inspire d'un article qui, à l'époque lointaine de l'achat de mes anciennes jumelles, m'avait fait opter pour les 8. On voit plus d'oiseaux avec des 8 parce qu'on voit plus large. Ça aide à la fois pour le pointage. Donc, quand quelqu'un nous dit l'oiseau se situe sur la 3e branche à partir du tronc en allant vers le bas, ben, si ces explications sont un peu nébuleuses, avec des 8, on a plus de chances d'attraper l'oiseau qu'avec des 10. Toutes choses étant égales par ailleurs, évidemment, parce que dans le fond, certaines 8 de certaines marques vont pas nécessairement permettre de voir beaucoup plus large que certaines 10 de certaines autres marques. Donc, ça aide pour le pointage et aussi pour le repérage. Parce que souvent, dans le fond, quand on est sur le terrain, on va vouloir, entre guillemets, scanner. Donc, avec des 8, on va attraper davantage de choses qu'avec des 10. Si je peux me permettre, pour compléter, oui, cette information-là, ça aide particulièrement, en tout cas moi, de mon expérience, lorsqu'on doit observer des oiseaux dans le ciel. C'est-à-dire que les insectivores volants, les hirondelles, c'est des oiseaux qui se déplacent quand même rapidement. Puis des fois, le ciel bleu sans nuages donne très peu de points de repère. Puis là, à ce moment-là, vraiment, les 8X, ça aide beaucoup à trouver ces oiseaux-là dans le ciel. Oui, puis on pense aussi aux rapaces dans le ciel en migration. Donc, s'ils sont hauts, s'il n'y a pas de nuages ou s'il y a beaucoup de nuages, au contraire, ben là, il n'y a pas vraiment de points de repère qui sont faciles. Donc, à ce niveau-là, les 8 présentent un avantage. Autre avantage, c'est le fait que le tremblement naturel des mains et du corps en général est moins répercuté à faible grossissement qu'à plus gros grossissement. Donc, c'est un élément à prendre en ligne de compte. Puis par contre, les 10 permettent de voir assez nettement plus gros, parce que dans le fond, la surface augmentant au carré, un oiseau grossit 10 fois et nettement plus gros qu'un oiseau grossit 8 fois. Donc, il y a des gens qui font faire valoir l'argument suivant, que si vous avez un groupe d'amis ou si vous participez à un voyage d'oiseaux de plusieurs semaines dans une contrée où il y a beaucoup de choses à voir, si dans le groupe, il y a des gens qui ont surtout des 10 et vous avez des 8, peut-être que vous ne serez pas au diapason avec eux et inversement. Donc, ça peut s'appliquer à un groupe comme ça ad hoc ou à un groupe plus régulier comme les gens de votre club. Donc, ça peut être... mais disons que malgré tout, sans vouloir... tout en disant en persistant à dire que c'est une affaire de choix personnel, disons que les 8 sont quand même plus passe-partout. Mais là où je voulais en venir, c'est que les nouvelles jumelles permettant de voir plus large, puis là, je pense à mon dernier coup de cœur en date, là, c'est les Swarovski LL Pure. Les 8, en fait, plutôt les 10, offrent un champ de vision aussi large que des 8 à champ de vision déjà large. Donc, à cet égard-là, ça devient drôlement tentant de passer à des 10, d'autant plus que ces jumelles-là incorporent un petit gadget optionnel, bien sûr, qui est un appui-front, qui fait en sorte que les jumelles étant appuyées à la fois sur l'arcade sourcilière et sur le front, sont beaucoup plus stables. Donc là, on se trouve à avoir des jumelles qui grossissent plus, qui permettent quand même néanmoins de voir large, puis dont le tremblement est atténué. Donc ça vient brouiller un peu les cartes, à tel point que pour ces jumelles-là, les Swarovski fait également les 12 par 42. Donc, on voit qu'il y a un petit glissement là, qui est à prendre en compte. Là. Ah oui, donc peut-être qu'éventuellement, on va tous avoir une paire de 10 et puis que ça va devenir la question va commencer à se poser entre les 10 et les 12 plutôt qu'entre les 8 et les 10 comme en ce moment. C'est possiblement ça qui se pointe à l'horizon. Bien que, bon, comme vous avez dit, il y a également l'électronique là, qui arrive un peu là, par le côté. Là. Oui. C'est très important ce que vous dites sur le tremblement des mains. Je sais que j'ai certaines personnes, en tout cas dans mon club, qui m'ont dit que même avec l'âge, elles avaient décidé de descendre à des 6 par 32 ou parce que justement, elles commençaient à trouver que même avec des 8, les mains leur tremblaient un petit peu trop puis donc avaient de la difficulté à bien voir l'oiseau parce que le tremblement les dérangeait. Là. Donc, il faut vraiment les essayer là, puis voir si vous êtes confortable avec les jumelles. Là. Ça, c'est certain. Oui, puis il y a également les jumelles stabilisées qui existent, qui sont un peu marginales pour l'instant. Puis les gens qui utilisent leur appareil photo profitent de la stabilisation des objectifs aussi. Donc là, il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte. Là.
Ah oui, donc ça va changer. Donc, lorsque vous faites l'évaluation d'une nouvelle paire de jumelles pour la revue, qu'est-ce que c'est les caractères que vous regardez? Puis, donc, qui devraient normalement être les caractères aussi qui vont guider les gens qui vont en magasin pour choisir une paire de jumelles. Qu'est-ce qu'on devrait regarder? Bien, à la fois l'ergonomie et l'optique. Donc, puis l'ergonomie, à cet égard-là, je voulais souligner que les jumelles, c'est un instrument qui est davantage personnel qu'une lunette d'approche. Là, c'est un truc qu'on manipule davantage. Donc, il faut s'assurer que selon la taille de ses mains, l'écart entre ses yeux, on opte pour le bon modèle. Disons qu'en gros, une personne de petite taille qui aurait des grosses jumelles, ça va peut-être pas nécessairement faire le meilleur choix, là, et inversement. Donc, la prise en main, c'est important. Je suis vraiment attentif à voir, là, par exemple, de la manière dont se prennent les jumelles, si la tâche pour la courroie vient un peu se prendre dans les mains ou si elle est bien placée à l'écart. Moi, j'aime à ce que la molette arrive vis-à-vis l'index sans que celui-ci ait à s'écarter trop vers le haut, dans la mesure où il y a plusieurs options, autant choisir la meilleure. C'est important également pour les personnes qui portent des verres correcteurs, c'est de s'assurer que le dégagement oculaire est suffisant. Puis, le dégagement oculaire s'exprime en millimètres, mais sauf que il faut les essayer pour savoir si, selon la forme de ces lunettes de vue, si en pratique, la jumelle nous convient. Donc ça, c'est vraiment en magasin ou en essayant les jumelles d'un ami sur le terrain qu'on va pouvoir déterminer si ça convient ou non. Maintenant, de nos jours, les jumelles ont des œilletons non plus en caoutchouc rabattable qui finissent toujours par se fendiller, mais qui sont rotatifs. Et souvent, il y a plusieurs positions, donc généralement 3, 4, qui font en sorte que selon le type de lunettes de vue qu'on porte, on sort un petit peu l'œilleton ou pas du tout. Par exemple, on peut le sortir d'un cran avec ses lunettes de vue. Et si on met un clip foncé, ben là, on replie l'œilleton d'un cran et ça convient encore. Donc, c'est des choses vraiment à prendre en compte. Parce que dans le fond, la jumelle, si on en prend soin, elle peut durer longtemps. Donc, il faut vraiment qu'elle nous soit le plus possible adaptée. Ah oui, puis ça, c'est d'ailleurs un point important. L'optique, c'est quelque chose, disons, qui vieillit pas beaucoup. Donc, si, par exemple, vous êtes intéressé par acheter une paire de jumelles, il ne faut pas avoir peur d'aller pour du usagé. C'est-à-dire que même une jumelle qui a été bien entretenue après 5 ou 10 ans, théoriquement, si l'optique est encore bonne, qu'il n'y a pas de craque dans le verre ou quoi que ce soit, la jumelle est encore bonne, n'est-ce pas? Oui, dépendamment des marques, certains modèles ont très piètre allure après peu de temps. Je vais me garder une petite gêne ici pour des images terminées sur certaines marques et modèles, d'autant plus que parfois, j'imagine qu'en cours de carrière, là, un défaut peut être corrigé, mais souvent, c'est pas facile là, d'avoir l'info à savoir si le défaut se pose encore ou ne se pose plus. Mais par contre, certaines marques sont très durables et profitent d'un service de réparation là, impeccable. Là, Swarovski, pour nommer encore cette marque-là, c'est un travail incroyable, là, gratuit si c'est pas clair que c'est un usage abusif. Puis si l'usage est abusif, la réparation peut s'avérer, eu égard là, au prix de l'appareil, pas si onéreuse que ça. Donc là, je parle d'expérience puisque j'ai comme acquis gratuitement une lunette Swarovski ancienne dans un état bon pour la poubelle, puis pour un montant relativement raisonnable. Oui, j'ai réussi à la faire remettre à neuf, ce qui est un très, très bon coup. Donc, dont je me félicite. Donc, mais disons qu'en règle générale, par contre, je serais davantage porté à conseiller aux gens d'acheter une lunette d'approche usagée qu'une jumelle. Ah, OK, à la mesure où il y a quand même moins de mécanique là, dans une lunette d'approche que dans une jumelle. Mais bon, il y a certaines jumelles qui peuvent très bien passer là, plusieurs années qui fonctionnent encore très bien. Là. Il y a des Leica, entre autres, que je connais personnellement qui ont une trentaine d'années puis qui sont à peu près neuves puis qui n'ont jamais eu la moindre réparation. Là. Lorsqu'on magasine des jumelles, ça peut être assez difficile. Les gens, des fois, nous écrivent justement sur les réseaux sociaux et se demandent combien je devrais mettre. Évidemment, bon, nous, on est des gros fans. J'imagine que la réponse, ça va être mettez le plus d'argent, le plus gros budget que vous pouvez vous permettre. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu un état des lieux en ce moment à partir de quel prix on commence à avoir des jumelles qui sont d'une bonne qualité, puis jusqu'à quel prix ça monte? C'est quoi les différentes tranches de prix pour les jumelles et c'est quoi les qualités là, qu'on gagne en montant en grade, par exemple? OK. Mais dans le fond, ce que je pourrais te dire un peu en préambule, c'est que c'est très difficile de se tenir à jour pour ce que j'appellerais la gamme inférieure, autrement dit l'entrée de gamme ou le bas milieu de gamme. Il y a beaucoup de changements constants. Certains détaillants, du jour au lendemain, ne tiendront plus certaines marques.
Donc, puis bon, si on est en région aussi, le choix sera limité. On peut acheter en ligne, mais souvent, comme c'est un peu un incontournable d'avoir au moins essayé l'appareil avant. Donc, si on n'a pas d'amis ou autre, ça va être un peu plus difficile. Là. Pour ce qui est des jumelles, en termes d'écart de prix, ça n'a jamais été aussi élevé que maintenant, parce que si je prends les fameuses NL Pure de Swarovski, ils sont 3650. Alors que si une jumelle que j'aime bien aussi, qui sont les Nikon Travel Light EX, qui sont des compacts en 8 x 25, ben c'est autour de un petit peu moins de $200. Et bon, c'est-à-dire que pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait la différence entre des jumelles très chères et d'entrée de gamme, c'est qu'en optique, il y a différents défauts qui sont comme inhérents, puis c'est la correction de ces défauts-là qui coûte de plus en plus cher. Parmi les défauts, ben, il y a la courbure de champ. Donc, normalement, s'il n'y a pas de correction, le champ de vision va être courbé à mesure qu'on s'éloigne du centre pour se rapprocher des bords. Donc, pour disposer de ce qu'on appelle un field flattener, ben, il faut mettre le prix. Puis en ayant un champ plat, ben, on profite de tout le champ. Alors que si le champ est large mais est bombé, ben, la marge n'est pas vraiment utilisable. Donc, puis, par exemple, il y a aussi la fameuse aberration chromatique là, qui fait que les couleurs, à mesure qu'on augmente le grossissement, on voit que les différentes couleurs ne se focalisent pas à la même distance. Donc, il va y avoir perception de franges colorées là, en marge d'un objet qui se démarque là, d'un arrière-plan. Par exemple, un objet foncé sur un fond pâle, là, des branches d'arbres sur un fond pâle, ben, il risque d'avoir une petite marge bleuâtre ou un petit peu violette là, ou jaune aussi. En fait, souvent, c'est jaune d'un côté puis violette de l'autre côté. Donc, pour corriger ça, ben, il faut mettre le prix aussi. Puis également, dans le fond, pour réussir à donner aux gens ce qu'ils veulent dans la même jumelle, donc avoir un bon dégagement oculaire et un champ large, tout ça, c'est un peu la résolution de la quadrature du cercle. Donc, il faut vraiment que les ingénieurs ils perfectionnent les formules optiques puis mettent des très bons matériaux. Donc, tout ça fait en sorte que, généralement, le prix va augmenter à mesure qu'on corrige les défauts. Puis la question, le regretté Jean Paquin, qui a été longtemps à la barre du magazine puis qui a publié plusieurs livres, m'avait dit un jour, qu'il avait répondu à un de ses amis profanes, là, qui disait, mais c'est quoi la différence entre une jumelle à 600 et une à 2000? Il avait dit, la différence est même pas subtile. Ça saute aux yeux à quel point le contraste... c'est énorme. Moi, je pourrais avoir fait le move en bon français, pardon, justement entre des jumelles de prix un petit peu inférieur à des jumelles supérieures. La netteté de l'image est absolument incroyable là, avec des jumelles, disons, plus chères, là, haut de gamme. Oui, donc dans le fond, si les gens ont les moyens, puis souvent, les gens payent beaucoup d'argent en électronique, là, il y a des choses dont la dévaluation est épouvantable, là. On peut parler des autos, mais également des tablettes, les ordinateurs, les téléphones intelligents. Donc, alors qu'en optique, la dévaluation est minime, on peut revendre une lunette d'approche aux 3/4 du prix après 12 ans. Si on en a pris soin, est presque pareil comme le jour où on l'a acheté. Donc, moi, ma lunette Kowa, elle a pris 1 000 $ de plus en valeur en magasin depuis que je l'ai achetée en 2007. D'autres lunettes sont meilleures qu'elles, mais sont plus chères. Donc, ce sera encore un très bon choix maintenant. Puis si je la revendais, je pense que je l'annoncerais une journée, puis elle serait vendue. Peut-être même, ça serait peut-être une affaire d'heure. Donc, alors que je sais pas, là, le téléphone intelligent en fait, le téléphone non intelligent de 2007 vaut absolument plus rien. Non, ça, c'est certain. Oui, parce qu'en fait, il faut comprendre, parce que vous parliez justement de l'optique, toutes les choses dont on parle, l'aberration chromatique, etc., ce sont des règles optiques physiques qui sont coulées dans le béton. Là. On ne peut pas gagner quelque chose sans sacrifier autre chose d'une certaine façon, ou en fait, c'est extrêmement difficile. Là. Il n'y aura pas une nouvelle technologie à prévoir pour le matériel optique qui va révolutionner tout, puis qui va faire en sorte que des jumelles à 150 $ dans 5 ans vont voir aussi bien que des jumelles à 3 000 $ aujourd'hui. Hein. Non, ça serait très, très étonnant. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, merci beaucoup. Ça a été très éclairant tout ça. On vous remercie pour votre temps. Et puis, on espère, en tout cas, peut-être éventuellement, là, on n'a pas mentionné de marque spécifique parce que, on était un peu serré dans le temps. Puis là, si on rentre là-dedans, ça va être extrêmement long. Mais éventuellement, que vous pourrez revenir pour nous parler justement des fameuses lunettes d'approche d'une part, puis peut-être aussi pour qu'on discute de certains modèles et puis des options sur le marché.
Puis je pourrais en fait faire une petite suggestion, c'est que dans le fond, les gens qui sont abonnés au magazine Québec Oiseau ont accès aux archives et donc à mes différents articles publiés au cours des 20 et quelques dernières années. Ah oui, dans lesquels en plus vous détaillez en long et en large les qualités et les défauts de chaque nouvelle sortie, de chaque nouvelle jumelle. Donc c'est vraiment très instructif pour les gens qui veulent avoir un regard vraiment plus en détail sur la question. Alors, je rejoins maintenant au téléphone Jean-Sébastien Guénette, qui est bien entendu le directeur général de Québec Oiseau. Et j'en ai parlé à quelques reprises dans mes introductions, dans mes conclusions, dans les derniers épisodes du podcast. Mais on va parler vraiment en détail aujourd'hui du défi 8 km. Une bonne fois pour toutes, on va vider le sujet. Donc déjà, Jean-Sébastien, peux-tu nous présenter en quoi ça consiste le défi 8 km? Oui, le défi 8 km, déjà en partant, je peux mentionner que ça fait plusieurs années qu'il y a une préoccupation, je dirais, autant de Québécois, mais même des ornithologues, de savoir comment ils pouvaient pratiquer leur loisir en réduisant l'impact sur l'environnement, parce que on a vu des films qui ont été créés sur des grandes années, des big years, puis c'est sûr, c'est des activités qui peuvent laisser une empreinte assez importante au niveau de l'environnement, avec les gaz à effet de serre. Donc, l'idée, c'était vraiment d'offrir aux ornithologues une petite compétition, une petite activité amicale où les gens pourraient observer, comme ils font habituellement, mais vraiment en se concentrant sur les oiseaux qui ont autour de chez soi. Aux États-Unis, ça existe déjà, ça s'appelle, en anglais, là, ça serait le défi 5MR là, pour 5 Mile Radius. Puis en l'adaptant aux unités métriques, ça donne 8 km environ là, ici. Donc, c'est vraiment là que l'idée est venue, là, de faire le défi ornitho 8 km. Donc, on invite les ornithologues à observer les oiseaux comme ils font habituellement, mais vraiment à se limiter à un rayon de 8 km. Puis, ils rapportent leurs observations dans eBird. Puis, il y a une façon qui est décrite là, sur la page là, de savoir comment compiler automatiquement les observations qui sont faites dans ce cercle-là. Là. Oui, parce qu'il faut savoir, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas nécessairement c'est quoi une big year ou une grande année. En fait, ça consiste à observer le maximum d'espèces possibles à l'intérieur d'un an sur un territoire donné. Donc, on peut faire une grande année pour le Québec ou le Canada. Et évidemment, il faut voir le plus d'espèces possibles au Québec, c'est à peu près impossible sans aller au moins, disons, en Abitibi, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, dans le sud-ouest du Québec. Donc vraiment, pour maximiser le nombre d'espèces, il faut faire quand même énormément de déplacements à l'intérieur du Québec. Parce qu'évidemment, le Québec, c'est très, très grand. Là. Puis même si on prend un espace restreint comme par exemple, on dit une grande année pour la Montérégie, ça implique quand même de faire beaucoup de voyagements en voiture pour aller chercher différentes espèces sur différents sites. Oui, exactement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en se concentrant comme ça dans un rayon de 8 km autour de chez soi, ça nous force à découvrir justement notre région immédiate. Même avant le défi ornitho 8 km, c'est un peu cette façon-là que je privilégie. Avec 3 enfants, ça aide aussi là, à limiter les déplacements. Donc, ça fait 3-4 ans que j'observe vraiment principalement là, dans la région immédiate autour de chez moi. Puis ça m'a vraiment forcé à découvrir des nouveaux sites d'observation dans mon secteur. Si je veux essayer de trouver des oiseaux de milieu aquatique, des oiseaux de marais, il faut que je trouve un marais dans mon secteur, puis c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, quand on porte attention vraiment, plutôt que d'aller toujours dans les mêmes sites qui sont très connus de la communauté ornithologique, c'est ça, on découvre des sites qui sont peut-être moins connus, mais dans lesquels on peut trouver des belles surprises. Là. Oui, absolument. Puis en plus, donc comme tu le mentionnais, lorsqu'on est très occupé, par exemple, ça permet de faire de l'observation, en fait, de nous inciter à faire de l'observation, même pour des courtes périodes de temps. C'est certain que lorsqu'on sort d'un dîner du dimanche à 3 heures de l'après-midi, quand on fait le défi 8 km, il n'y a rien qui nous empêche d'aller passer 1 heure dans un parc pas trop loin, en migration, avec l'espoir de trouver quelque chose qu'on n'a pas déjà sur notre liste. Donc, même des périodes de temps qui sont quand même plus restreintes puis qui ne nous permettent pas d'aller faire une virée à Baie-du-Fèvre peuvent être propices finalement à améliorer notre performance, entre guillemets. Oui, effectivement. Puis aussi, ça amène une autre dimension à l'ornithologie parce que, il y a des espèces qui sont un peu, qui sont plus vraiment excitantes parce que, on sait où aller. On sait que, si je vais à Baie-du-Fèvre, je vais observer telle espèce. Mais de découvrir la même espèce à un endroit dans lequel on ne s'attendait pas, près de la maison,
souvent, ça amène une dimension vraiment différente. Là. J'essaie de trouver mettons une guifette noire, par exemple. C'est ça. Oui. Je vois à Baie du Fer Vichy que je vais en voir. Là. Mm-hmm. Mais d'en trouver une aux îles de Boucherville, là, il y a une ça vient d'amener quelque chose de différent là, parce que je m'attendais pas à voir cet oiseau-là à cet endroit-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même en faisant l'activité. Là. Puis en plus, on peut très bien le faire en continuant quand même à compter nos espèces pour le Québec, pour notre région administrative, pour le monde entier. Effectivement, puis le but n'est pas non plus d'être paternaliste puis d'empêcher les gens de sortir. Je pense que si les gens veulent se déplacer plus loin, ils peuvent continuer de le faire, mais c'est vraiment intéressant de se concentrer. Puis c'est vraiment un défi intéressant. Puis on le fait pas nécessairement non plus pour se comparer aux autres, même si sur eBird, il y a une façon de voir comment se comportent les autres observateurs qui font le défi Ornitho 8 km. Mais c'est aussi une façon de regarder, moi, l'année passée, j'ai eu 130 espèces. Ben, mon objectif cette année, c'est d'en avoir au moins 131. Là. C'est vraiment un défi qu'on se donne aussi à nous-mêmes. Puis à chaque année, ben là, l'année dernière, moi, j'ai trouvé des nouveaux sites dans mon secteur. Oui. Puis là, cette année, je sais justement où aller pour observer telle espèce. Donc, ça va être encore plus intéressant cette année. Puis déjà, on est rendu à peu près à 150 participants qui ont déjà soumis des observations. On le voit sur eBird, là, si on va dans l'onglet Toto des sites favoris, on voit là, les gens ont écrit là, défi Ornitho 8 km, fait qu'on peut voir là, les gens qui participent. Puis on a déjà au-dessus de 150 participants là, qui participent jusqu'à maintenant. Ah, c'est super. De toute façon, évidemment, chacun... Quand on parle de compétition entre les différentes personnes, c'est certain que quelqu'un qui habite à 3 km du Cap Tourmente, de toute façon, nous, on fera jamais le poids si on habite en ville. Donc, c'est vraiment pour soi là, qu'on le fait. Sinon, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que ça peut avoir l'air un peu compliqué a priori de se dire, bon, le défi 8 km, mais il y a des outils qui sont mis à la disposition des gens sur le site Internet pour trouver déjà c'est quoi 8 km autour de chez soi. Là. Oui, exact. Ben, c'est ça. Nous, on a fait une page là, vraiment dédiée au projet sur notre site web. Là. Donc, si les gens vont sur le site de Québec Oiseau et dans l'onglet Programme, il y a un lien qui s'appelle Défi Ornitho 8 km. Puis là-dessus, ben, on décrit effectivement comment participer. Puis on a mis des outils, là, comme tu dis, là, pour définir notre cercle de 8 km. Donc, on a mis 2 ou 3 outils à la disposition des gens là où c'est assez simple. On fait juste indiquer notre adresse où on demeure, puis on dit le rayon qu'on veut mettre. Donc, on met 8 km. Puis ça nous trace un cercle. Puis dans certains de ces outils-là, on peut exporter ce cercle-là puis l'ouvrir dans Google Maps ou des choses comme ça. Puis ça nous permet justement d'explorer virtuellement notre secteur puis déterminer les boisés, les milieux humides qui sont inclus dans notre secteur. Oui, parce qu'avec Google Maps, si on met la vision en satellite, il n'y a vraiment pas de problème pour visualiser même à l'œil nu là, sur la carte quel secteur a un certain potentiel, où est-ce qu'il semble y avoir des arbres, de la verdure, où est-ce que c'est plus des bâtiments. Donc, c'est toujours possible à ce moment-là de s'inspirer un peu puis de découvrir des nouveaux endroits comme ça. Oui, puis c'est bon, pour des régions plus urbanisées, c'est assez facile de voir les zones les plus vertes ou les milieux aquatiques qui ressortent bien. Dans des secteurs qui sont peut-être plus boisés, ben là, c'est ça. C'est surtout pour voir un peu les divers types d'habitats qu'on peut trouver là, autour de la maison. Là. Mais oui, c'est ça. Google Maps est un outil très, très, très utile là, pour ce défi-là. Ouais. Donc, en tout cas, on invite les auditeurs à regarder ça. Il est certainement pas trop tard. En ce moment, là, l'épisode va sortir au mois de mars. Il est vraiment pas trop tard pour commencer parce que, comme on le sait, c'est vraiment là, à partir du mois d'avril que ça va se mettre en branle. Les oiseaux vont vraiment arriver. Donc, il est vraiment pas trop tard pour commencer votre défi. Hein. Non, vraiment pas. Parce qu'en fait, même si les gens s'inscrivent maintenant, toutes les observations qu'ils ont faites depuis le mois de janvier peuvent être comptabilisées pareil. Ils peuvent s'inscrire maintenant, ils remplissent ça, puis aussi le mois de janvier puis février, bon ça c'est pas les mois les plus productifs là. Je dirais il y a certaines espèces qui sont des musts à essayer de trouver dans ces mois-là parce qu'après le mois de février-mars, je pense entre autres brun hudsonien, plectrophane des neiges, ben c'est sûr qu'on est à quelques semaines de perdre ces oiseaux-là pour l'année, peut-être espérer les revoir en décembre, mais c'est pas certain. Puis aussi, ce que j'ai pas mentionné, c'est que les gens participants, on fait tirer des prix de participation à tous les mois parmi tous ceux qui participent. Donc, au mois de janvier, on avait fait tirer, c'est un certificat cadeau avec Nature Expert, qui est
un de nos partenaires de longue date. Donc, à tous les mois, il y a un certificat cadeau de $100 qui est tiré parmi tous ceux qui participent là, à l'activité. Donc, il est vraiment pas trop tard de s'inscrire. Donc, pour trouver l'information, vous allez sur le site québecoiseau.org. Jean-Sébastien, merci beaucoup encore une fois pour cette entrevue. Ben, ça fait toujours plaisir, Gaspard. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite vraiment un bon début de migration. Je suis sûr qu'au moment où on se parle, il y a déjà des oiseaux qui sont arrivés dans votre région que vous attendiez avec impatience. Alors, on ne vous retiendra pas plus longtemps et on vous laisse à vos observations.